Salut à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Je m'appelle Hélène et aux dernières nouvelles, je suis toujours votre co-animatrice, en compagnie évidemment du festif William. Comment ça va, Will? Ho ho ho! Ça va toujours quand on enregistre spécial Noël en plus. Ça rend ça encore plus joyeux, festif, comme tu dis, là. Puis c'est fou pareil parce que l'année a passé vraiment vite, là. C'est déjà notre dernier épisode avant le long congé des fêtes, là. Hey, à qui le dis-tu? Dernier épisode en plus, ça me rend un petit peu triste quand même. Quand même, mais on revient, là. Oui, on revient en janvier. Mais attention là aussi, pour le spécial Noël, même si vous êtes le Grinch en personne, vous pourriez y trouver votre compte. Parce que vous inquiétez pas, on listera pas les 16 cadeaux à donner à votre belle-mère cette année. On parlera pas non plus de comment tenir ses résolutions en 99 conseils faciles. Et on n'élira pas non plus le meilleur Père Noël de centre d'achat. Quoique, ce serait un fabuleux Ah, ça concours. serait nice, j'aimerais ça. En fait, aujourd'hui, on a décidé d'éveiller votre cœur d'enfant et de toucher un peu votre côté sensible. Parce que Hélène, ben, elle va dévoiler l'origine de Noël et d'une de ses traditions les plus populaires. Et moi, ben, je vais parler d'un moment historique, la trêve de Noël de 1914. Très intéressant. Mais écoute, déjà, moi, pour commencer, Will, tu connais évidemment mon amour du chocolat chaud, de l'étymologie et des traditions niaiseuses, hein? Oui, 3 choses complètement reliées, hein? Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de tout ça. Mais en fait, surtout d'étymologie et de tradition, parce que je vais jamais dévoiler ma recette de chocolat chaud, pas même sous la torture. Ok, peut-être à la fin de ce segment-là, si vous êtes sage, on verra. Sinon, demandez-le moi, je la sais. Mais bon, au risque d'en décevoir quelques-uns, avant même d'entrer dans le vif du sujet, non, je parlerai pas de calendrier de l'Avent aujourd'hui. On est à la mi-décembre quand même, hein? Il était temps de le commencer le 1er décembre. Vous êtes en retard. C'est ça, puis il faut dire aussi que j'ai déjà expliqué les origines du calendrier de l'Avent sur TikTok. Oui, ceci est en quelque sorte un placement publicitaire pour vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram et TikTok. I mean, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais là, tu sais, comme si t'as pas assez de petites obsessions, tu vas nous voir là-dessus, puis il y a d'autres contenus. C'est exactement ça. Donc, plutôt que de me pencher sur la fameuse planche en carton aux 24 fenêtres distributrices de chocolat, je préfère me concentrer sur sa finalité, c'est-à-dire Noël. Hein, Ouais. Parce que c'est ça qui se passe quand on finit le calendrier. C'est le décompte vers ça, là. Avertissement, comme dirait Réal Bellan en spectacle, ce qui va suivre pourrait s'apparenter à un cours historico-linguistico-religieux. Vous m'en excuserez, mais fut un temps où j'étudiais en histoire, donc je suis passionnée d'histoire. Et mon travail dans la vraie vie, parce que non, dire des niaiseries dans un micro, ce n'est pas vraiment payant, ben c'est un peu de jongler avec les mots. Pour l'aspect religieux, j'ai absolument aucune excuse par contre. Je pensais que t'allais dire que t'avais vraiment une fascination avec la lettre O. Non, pas du tout. Non, je suis peut-être la seule à me poser cette question-là, mais pour moi, elle est quand même de la plus haute importance. Hein? Pourquoi on appelle ça Noël et non Nativité? Les Espagnols, ils disent Navidad, les Italiens disent Natale. D'où ce qui sort le E tréma là-dedans, je ne comprends pas. Ah, fait que finalement, ton obsession, c'est pas avec le O, c'est avec le E tréma. Exactement. OK. Puis aussi, qui a inventé cette fête-là de Noël? Parce que venez pas me dire que c'est Jésus qui a décidé, avec ses 12 petits amis les apôtres, de faire un échange de cadeaux autour d'un sapin en guise de goûter d'anniversaire. À la limite, je croirais plus si on m'avait dit que ça se passait au KG+. Les vrais savent. Oh yeah, best party. Oh oui. Tout ça pour dire que, d'après mes recherches, le premier Noël est arrivé pas mal plus tard que la naissance de Jésus, hein. Mais ça, j'y reviendrai. Je dois d'abord régler la question de l'étymologie du mot Noël, hein, une obsession à la fois, s'il vous plaît. Donc, je suis partie, non pas en pèlerinage, mais bien en croisade vers les confins de l'Internet à la recherche de la réponse sacrée, parce que je comprenais pas qu'on soit passé de nativité à Noël. Belle référence religieuse ici. Merci. Je t'applaudis. Je viens de l'écrire en plus. Évidemment, loin de moi l'envie de retourner à une société pieuse, hein, comme je vous ai dit, je suis pas particulièrement croyante, moi non plus, mais comme ma job c'est de trouver le mot juste, ben disons que ça me turlupinait sur un temps, qu'est-ce que vous voulez? Surlupinet. Ah oui, ça me turlupinait. Ça se conjugue de même, ça. Ben écoute, je l'ai décidé, hein? OK. C'est moi la spécialiste des mots ici, fait que c'est ça. OK, madame. Puis apparemment que je suis pas la seule, parce que d'après un article que j'ai lu, les origines du mot Noël sont, et je cite, controversées. Gros débat, là, je Des le grosses sais. controverses, là. Oui. À On côté, aurait pu. à côté de ça, le référendum, c'est de la petite bière. Ou de la petite eau bénite, là, comme vous voulez. Le petit eggnog.
Pour résumer un peu les principales théories, il y a des étymologistes qui pensent que le mot proviendrait du latin natalis dies. Je sais pas si je le prononce bien, mon latin est un peu rouillé. Ça fait longtemps qu'on le pratique plus. Hein? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une langue morte. Donc, c'est ça. Ça proviendrait du latin natalis dies, qui s'est transformé éventuellement en Naël avant de devenir Noël vers le 14e siècle et qui signifie jour de naissance en référence évidemment à la naissance de Jésus. Fait que quelqu'un qui dit le jour de la Naël, c'est correct là, dans l'histoire. Techniquement, selon certains étymologistes, oui. Mais je t'avoue que cette hypothèse me laisse un peu sur ma faim et non, ce n'est pas parce que je n'ai pas encore soupé. Mais heureusement, il y a d'autres experts de la langue qui ont proposé une avenue différente. Okay. Noël, ça proviendrait de la combinaison des termes gaulois noio, N-O-I-O, qui veut dire nouveau, et El, H-E-L, qui veut dire soleil, comme Hélène, hein? Hélène, ça veut dire rayon de soleil en grec. À cause du L. Oui, exactement. En référence, au solstice d'hiver. En toute subjectivité, je penche plus vers cette explication, en tout cas, elle me contente plus. Fait à noter également, il paraît que le mot Noël serait l'ancêtre du hurrah ou de toute autre expression dans le genre, parce que les gens au Moyen-Âge écriaient Noël, Noël lors d'un événement heureux. Et pip, Noël! Exactement. C'était pas nécessairement un événement lié à la religion chrétienne, là. Ça pouvait être genre l'invention du calendrier en 525, la fin de la peste noire, ou lorsqu'on annonçait le verdict final d'un procès d'animal. Mais ça, c'est pour un prochain épisode. Oh, ça nous en révèle un peu sur ce qui s'en vient ici, là. Ouais, exactement, mais je vous en dis pas plus. Je sais que ça sonne un peu intriguant et bizarre, mais c'est ça, je vous laisse sur votre faim. Donc, Noël serait, comme toutes les autres fêtes chrétiennes, une création en réponse à une fête païenne, si on en suit cette logique-là, hein, la fête du solstice d'hiver. On se rappelle évidemment de notre épisode sur la Toussaint et l'Halloween, qui est pas mal basé sur le même principe. Maudit qu'ils sont originaux, hein, ces chrétiens? Ah oui, ils ont tout créé, eux autres. Bref, cette fête païenne qui a engendré Noël serait une fête d'origine scandinave appelée Yule, Y-U-L-E. Donc non, ici, je ne parle pas de l'aéroport de Montréal. Ça aussi, c'était dans un précédent épisode. Hey Will, t'as-tu vu? J'ai réussi à plugger 2 de nos épisodes dans 3 phrases. Un 2 pour 1, je suis vraiment fier de toi. J'espère que tu vas en mettre un autre après, là. Hey, ça paraît pratiquement pas que je travaille en marketing, hein? Donc, t'es d'accord avec moi et nos amis les historiens, les origines de Noël remontent à bien avant la naissance de Jésus si on en suit cette logique, hein? Puis je pense pas t'apprendre grand-chose en te disant que les peuples païens y avaient de nombreuses croyances liées aux éléments de la nature. C'est le cas des Scandinaves, des Gaulois et d'autres peuples d'Europe qui célébraient justement le solstice d'hiver. Ce moment-là de l'année, ça représentait pour eux une renaissance de la nature, du soleil et au final, l'espérance d'une vie nouvelle parce que le mot solstice, ça signifie le soleil s'arrête. Autrement dit, c'est comme si on est arrivé au bout d'un cycle et on est prêt à en commencer un nouveau. On est tanné de cette année-là, donnez-moi un autre, là. Ouais, exactement. Puis ça, c'est bien avant l'existence de Jésus, hein. Mais même jusqu'au 2e, 3e siècle, Noël, ça existait pas pour les chrétiens. Parce qu'à ce moment-là, l'Église a eu une bulle au cerveau, puis elle s'est dit « Hey, on vénère un gars, mais on connaît même pas son signe astrologique. » Tu comprendras donc que c'était difficile pour les moines de faire la carte du ciel de Jésus, hein, puis de prédire son avenir. Mais non, je niaise. Mais, tu sais, c'est comme si tu me disais que t'étais un fan fini du Canadien de Montréal, mais que tu savais pas quand le club avait été fondé. Pas sûr que tu sois vraiment un apôtre de la Sainte Flanelle. Je peux pas te le dire, mais je suis pas un bon fan de hockey. 4 décembre 1919. Tu l'as cherché, je suis Non, je le sais. J'étais au Centre Bell le jour... En 1919? Non, pas en 1919, en 2019. Durant les festivités. J'ai-tu dit 2019? 1919? Ouais. C'est peut-être 1909. Ouais, c'est 1909, c'est ça. 2019, c'est il y a pas si longtemps. Ouais, je sais, je suis désolée. Bref, on s'entend qu'avec les moyens de l'époque, l'Église, évidemment, elle pouvait pas trouver la réponse dans la Bible parce qu'elle ne mentionne tout simplement pas quand Jésus est né. Elle donne même pas d'indice. Elle est pas fort, le livre, hein? Je sais. Ni même sur Google ou en utilisant un joker comme si elle jouait à Qui veut gagner des millions. Ça existait pas, qu'est-ce que tu veux. Il y a donc plusieurs hypothèses, encore une fois, sur la décision de fixer la naissance de Jésus le 25 décembre, puis évidemment, comme tout ce qui est en lien avec l'Église, c'est controversé. Celle qui semble la plus répandue, par contre, c'est celle selon laquelle le théologien Hippolyte de Rome l'aurait noté dans le livre du prophète Daniel vers l'an 204. Pourquoi il a noté que Jésus est né le 25 décembre, je le sais pas. 200 ans plus tard, il a fait « Il me semble c'est ça. On Ouais. m'a dit ça. »
Est-ce que c'est vrai? Comment est-ce qu'il en est arrivé à cette date-là? J'en ai vraiment aucune idée, mais toujours est-il que ça semble être la plus plausible d'après ce que j'ai pu lire sur les internets et même sur des sites de fédérations religieuses, en fait. C'est bien beau, on a une date, mais pendant ce temps-là, le culte de Mithra est encore très largement pratiqué par les populations de l'Empire romain, Mithra étant la divinité perse de la lumière. OK. Puis en 274, l'empereur romain Aurélien décide de faire du mitraïsme, donc la religion du culte de Mithra, t'auras compris, la religion d'État. Le Dies Natalis Solis Invicti, mon latin ne s'est pas amélioré depuis 2 minutes, qui veut dire en fait le jour de la naissance du soleil invaincu, est donc fixé le 25 décembre. Le soleil invaincu, j'aime ça, genre comme s'il se battait contre le soleil puis tout le monde perdait. Exactement. Donc c'est fixé le 25 décembre pour 3 raisons. D'abord, cette date est proche de celle du solstice d'hiver, soit la nuit la plus longue de l'année. Façon un petit peu subtile. Ouais, puis les Romains, ben ils pensaient que le soleil mourrait à ce moment-là, les laissant dans l'obscurité des ténèbres. Puis ben ils se réveillent le lendemain avec quoi? Oh, un soleil invaincu dans le ciel. Obélix, il avait bien raison de dire qu'ils sont fous, ces Romains. Ensuite, le 25 décembre, ben c'est le lendemain des Saturnales, qui est une fête romaine qui durait du 17 au 23-24 décembre et qui célébrait à la fois le dieu Saturne et le solstice d'hiver, qu'on surnommait aussi le crépuscule de l'année. C'est-tu pas poétique? Assez beau pareil, hein? Ouais. Puis enfin, ben, le 25 décembre, c'est aussi le jour où on célébrait la naissance de Mithra, la fameuse divinité perse dont je viens de parler. Là, je sais, c'est mélangeant, je parle de Romains, de Perses, mais c'est parce que notre cher Aurélien, il était pas fou. Il a pas choisi le 25 décembre au hasard. En fait, son véritable but, c'était d'unifier religieusement l'ensemble de l'Empire. Puis Fait qu'il a pris 3 gangs différentes qui a dit « Hey, ça donne-tu bien? On a toutes la même fête. » Exactement. Fait que cette nouvelle fête, elle contentait à la fois les peuples qui célébraient le solstice d'hiver et les divinités comme Mithra, mais en plus, ça s'inscrivait dans la continuité des Saturnales romaines. La commission Bouchard-Taylor aurait en effet pu s'inspirer d'Aurélien pour leurs accommodements raisonnables. Éventuellement, en bon colonisateur... Ça va? Tu t'attendais pas à ça, là? Non, hein? non, c'était quand même assez pointu. Ouais. Éventuellement, en bon colonisateur, le christianisme s'est répandu à travers l'Empire romain comme une véritable pandémie, et Noël a pris forme pour vrai au 4e siècle. Constantin il est d'ailleurs le premier empereur romain à se convertir au christianisme en 312. Ben, en tout cas, c'est controversé, il y en a qui disent il était déjà chrétien, d'autres non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sa mère, elle s'appelait Hélène, et c'est la fameuse Sainte Hélène, donc c'est mon saint patron en fait. Encore une fois, tout est dans tout. Ouais. En 354, le pape Libère décide que le jour de la célébration de la nativité, donc de la naissance de Jésus, serait le même jour que le Sol Invictus romain. Une façon, selon l'Église, de mettre en évidence que la naissance du Christ est la victoire de la lumière sur les ténèbres du mal et des péchés. Ce que je viens de dire là, c'est une réelle citation provenant du site français de l'Église catholique. C'est pas moi, là, qui... On dirait une analogie du Seigneur des Anneaux. Ouais, ben l'Église, disons qu'elle se prend pas pour de l'eau plate pas bénite, hein. Puis surtout, elle ne cache pas sa volonté de l'eau transformée en vin, ça. Surtout, elle ne cache pas sa volonté de concurrencer les fêtes païennes. En 506, il y a le concile de la ville de d'Agde, en France. Je sais pas comment prononcer ce nom de ville. Tes origines françaises, Hélène? Ben, écoute, je viens pas de cette région-là de la France. Mais bon, le concile de cette ville-là, il en fait une fête obligatoire. T'es obligé de fêter Noël maintenant. C'est quoi qui arrive si t'as fête pas, genre? Écoute, je sais pas, mais ce que je peux te dire, c'est que en 529, donc à peu près une vingtaine d'années plus tard, Noël devient officiellement une journée fériée chômée. Merci à l'empereur Justinien pour ça. On a congé grâce à toi à Noël. Fait que là, dans le fond, il était obligé de la fêter, mais il n'y avait pas congé encore. Ouais, pendant presque un peu plus qu'une vingtaine d'années, en fait. Ouais. Au fur et à mesure que la religion gagne du terrain, ben la célébration se structure de plus en plus. On célèbre 3 messes le jour de Noël, on pratique le jeûne durant l'Avent et on se donne des oranges si on a été sage ou du charbon si on a été vilain. Mais comme je t'ai dit au début de cet épisode, je doute que Jésus fêtait son anniversaire en décorant un arbre avec des lumières qui s'allument à moitié et des boules ornées d'une photo de lui et Marie-Madeleine. Juste l'image.
Je sais, moi aussi. Le pire, c'est qu'il y a beaucoup de madames qui ont sûrement des boules de Noël avec la face de Jésus. Ben écoute, tu peux faire des boules de Noël personnalisées en mettant des photos genre de toi pis ton chum, ou de toi et ta blonde. Mais en même temps, il doit pas en avoir beaucoup de Marie-Madeleine. Non, en effet. En réalité, les origines de l'arbre de Noël remonteraient au Saturnal. Et oui, de retour chez les Romains. On recule dans le temps encore, là. Ouais, ils avaient pour coutume de décorer leur maison de conifères. Donc, c'était pas vraiment un arbre, c'était plus des branches d'arbres. Mais essentiellement, le choix des conifères, c'était parce que ces arbres-là restaient bien verts toute l'année. Donc, ils symbolisaient la vie, la victoire, Le soleil, sur la mort, la etc. vie, etc. Mais dans le fond, au final, il y a les autres arbres qui survivent plus grâce au soleil, mais ça, c'est une autre histoire. Ben, justement, petite parenthèse pour l'anecdote, jusqu'au milieu du Moyen-Âge, il y a certains peuples germaniques qui croyaient que le chêne était plutôt le véritable arbre sacré. Mhm. Donc, ils l'offraient souvent en sacrifice, c'est-à-dire qu'ils l'abattaient, tout simplement. Cette pratique frustrait tellement un moine du nom de Saint Boniface qu'il s'est investi d'une mission: convaincre les druides allemands que le chêne n'est pas un arbre sacré pour réussir à évangéliser ces peuples barbares. Mais là, c'était-tu parce qu'ils voulaient garder ces chênes chez eux ou c'était Non. parce qu'ils Écoute. trouvaient que c'était un arbre de merde? Ben c'est ça, tu dois te demander, il est où le lien? Ben, pour illustrer son argumentaire, Saint Boniface, il a pris une hache et il a abattu un chêne, donc je pense pas que c'était pour les garder plus pour lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tombant, le chêne, il a tout écrasé sur son chemin, sauf un jeune sapin. Fait que là, la légende dit que ce hasard, ben en fait, c'est un véritable miracle et qu'à partir de ce moment-là, on a commencé à surnommer le sapin l'arbre de l'enfant Jésus. C'est pas une coïncidence pantoute, là. Non, c'est ça, tu sais, c'est pas parce que, genre, le sapin, il était peut-être, je sais pas, à 1 mètre de tout le reste, ou... Ouais, tu sais, parce qu'on s'entend, des sapins à Jérusalem, il ne devait pas en avoir des tonnes. Non, mais c'était pas à Jérusalem, c'était en Allemagne, là. Oui, non, je sais, mais Jésus, son arbre... En effet. Mais bon. Même si le sapin y apparaît quelques siècles avant, il faut attendre vers le 16e siècle pour vraiment parler d'un sapin de Noël comme on le connaît. En fait, la plus vieille trace écrite rapportant la vente d'un sapin aurait été retrouvée à Sélestat, en Alsace, donc en France aujourd'hui, et daterait d'il y a exactement 500 ans, parce que c'était en 1521. Oh, pile! Ouais. Comme les branches de sapin symbolisent la résistance, ben l'histoire veut que ce soit une idée des protestants qui souhaitaient se distinguer de la crèche catholique. Le problème, c'est que on a dû vite déployer une surveillance des forêts de sapins pour limiter les dommages causés par les centaines de personnes qui allaient couper sauvagement leurs arbres festifs. Toujours de la joie dans ces fêtes! Si seulement ils savaient ce qu'on fait endurer à la forêt amazonienne depuis des dizaines d'années. Rappelez Saint-Boniface, quelqu'un? Puis là, tu dois te demander avec quoi ils décoraient leur sapin, parce que, ben évidemment, il n'y avait pas de guirlande de lumière. Là. En fait, les premiers sapins illuminés sont seulement apparus vers 1738 à Versailles, à la demande de Marie Leczinska, la femme du roi Louis XV, parce que, pourquoi pas avoir... Encore des petits luxes de reine. C'est ça. Mais là, c'est avec les chandelles dans ce temps-là, right? Ouais, mais là, t'inquiète pas, là, la plèbe ne laissait pas ses arbres tout nus au milieu du salon. En fait, elle accrochait au sapin des pommes. Ça faisait référence à l'arbre du paradis et par le fait même au péché originel d'Adam et Ève. Au sommet, on y mettait une étoile en référence à l'étoile de Bethléem qui a guidé les rois mages vers Jésus. Et éventuellement, ben les gens ils sont mis à rajouter également des hosties en signe de rédemption pour le sacrifice de Jésus, parce que ça représente son corps. Et fait à noter, ils suspendaient leur sapin au plafond pour éviter qu'il ne soit grignoté par les rongeurs. Une très belle époque. Fait à l'envers ou il était attaché le petit Non, bout? il était attaché par le petit bout. Fait que, quand même. souvent, c'est il de la était bonne pas... ingénierie. Ouais, mais souvent, il était pas si gros, tu sais, justement, Ouais, pour plus pas petit être trop sapin. lourd. Parce que je sais pas avec quoi il l'accrochait. Mais ça me fait penser à quelque chose. Je comprends en plus parce que quand j'étais jeune, j'avais des petites pommes en plastique qu'on accrochait dans mon sapin, puis j'avais jamais compris pourquoi. Fait que là, je vois le lien. Ben, au fil du temps et des guerres, la tradition du sapin s'est répandue évidemment un peu partout. Hein. Les décorations à connotation religieuse ont été remplacées par d'autres choses comme des friandises ou d'autres objets profanes. En Alsace, on a continué à mettre des pommes dedans. Mais au 19e siècle, il y a une sécheresse qui s'est abattue sur le nord du territoire
territoire, et donc, ben, plus de pommes pour mettre dans le sapin. Oh no. Puis c'est là qu'il y a un artisan local qui a une idée, puis cet artisan-là, il travaille le verre. Fait qu'il se dit, ben, on va remplacer les pommes par des boules en verre, et ainsi sont nées les fameuses boules de Noël. Et se conclut... Pas fou. Ouais, et ainsi se conclut ma partie. Oh! Ouais, fait que là, je sais pas, est-ce que je donne ma recette de chocolat chaud ou pas? Écoute, on verra si on a le temps à la fin. OK. Mais quand t'as parlé de friandises, c'était vraiment les cannes en bonbons, dans le fond. Ouais, des cannes en bonbons, ou tu sais, même des pommes de pain, vraiment plein d'affaires qui n'avaient pas nécessairement de rapport avec la religion. Donc c'est ça. D'autres types d'objets. Exactement. Donc, merci pour ça, c'était vraiment intéressant pour vrai. Ben, ça me fait plaisir. Moi, je vais y aller vers complètement autre chose, comme on a dit. En fait, ma petite obsession de Noël est différente de mes obsessions habituelles. OK. Parce que, comme tu sais, je pars généralement d'une question qui me chicote ou d'un fun fact qu'on a découvert récemment en ligne. Ouais. Mais mon sujet du jour, c'est un sujet que je connais depuis quand même un certain moment déjà. Il s'agit, comme on a dit tout à l'heure, la trêve de Noël de 1914. En fait, c'est un événement historique qui m'a toujours fasciné et dont j'ai bien honnêtement aussi entendu parler dans d'autres podcasts anglophones dans le passé. Ouais. Ceci inclut, en passant, la merveilleuse série Blueprint for Armageddon de Dan Carlin, que je conseille à tout fan d'histoire qui voudrait en apprendre davantage sur la Première Guerre mondiale. C'est un chef-d'œuvre et Dan Carlin est un orateur hors pair, contrairement à moi qui a dû se reprendre pour cette phrase-là. Fallait pas le dire. Secret! La magie du montage! Oh! L'esprit de Noël a coupé la vidéo. Oui, c'est ça. L'audio, en fait. Et là, ça va pas bien, hein? Hey, c'est pas facile, écoute. Ceci étant dit, je prétends pas être capable d'accoter Dan aujourd'hui dans mon explication de l'événement, mais à chaque idée que j'avais pour cet épisode, l'idée de parler de la trêve de Noël, elle revenait tout le temps dans ma tête, puis je pouvais pas soutenir l'idée de pas en parler avant le prochain spécial de Noël l'année prochaine, s'il y en a un. T'sais. Oui, parce que là, c'est encore en discussion avec le conseil d'administration, hein? C'est ça, grosse négociation, le syndicat pis tout, là, compliqué. Fait que, fallait que j'en parle aujourd'hui, tu comprends? Oui. Donc, bienvenue dans ma thérapie contre cette obsession, en espérant que je parle principalement de l'histoire et non du fait que ma peur de l'échec mène à la procrastination et l'évitement. Mon Dieu, OK. Pour vrai, là, de plus en plus, je me rends compte que nos épisodes, c'est comme voir une psy à chaque 2 semaines. On va essayer de pas pleurer de ça à la fin. Anyway, ça n'a aucun rapport avec notre enfance, OK? OK, fait que parlons plutôt du sujet principal avant là, de tomber en petite boule par terre. Donc, comme j'ai dit, l'événement dont j'ai envie de parler aujourd'hui, Hélène, c'est produit en 1914. Est-ce que c'est une année qui te sonne une cloche pour une raison en particulier? Je dirais vite comme ça, la Première Guerre mondiale. Et oui, bravo. 1914, l'année où a été assassiné François Ferdinand, ou Franz Ferdinand, pour les gens qui sont bilingues dans la pièce. Déclenchant... C'est-à-dire toi et moi. Oui. Déclenchant la Première Guerre mondiale et inspirant aussi la création du groupe de musique éponyme Franz Ferdinand en 2002 et à qui on doit l'excellente chanson Take Me Out. Wow! Tu connais la chanson? Hey, il va falloir que tu m'en passes un extrait, là. Ok, salut la gang, ici William au montage, juste pour vous dire qu'il va y avoir un extrait là de la toune. Fait que c'est ça. Soyez pas surpris, là, genre, c'est pas que votre Spotify est parti tout seul, puis que vous êtes à mauvaise place, là. Ça va. C'est normal. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair. I'm just a shot away from you. Fait que ça, c'était l'extrait. On retourne à l'épisode. Parenthèse ici, maintenant qu'on a entendu l'extrait. La magie du montage, le retour. Exact. Il aura fallu plus de 15 ans avant que je réalise que les paroles de cette chanson-là ont un double sens et font référence non seulement à un homme qui rencontre une femme dans un bar, mais aussi à l'assassinat de François Ferdinand. Eh ben, c'est quand même pas pire. Hein? On en apprend. Donc, écoutez ça en lisant les paroles là, du good stuff. Donc, anyway, revenons à notre archiduc qui décède en 1914 dans une série d'événements rocambolesques qui, ma foi, mériterait aussi un épisode à part entière, tellement c'est absurde. Et la Première Guerre mondiale débute un mois plus tard.
Donc, oui, petit disclaimer, tu comprendras que je promets pas que ce soit tout beau, tout joyeux tout au long de l'épisode parce que je vais parler de cette fameuse grande guerre qu'on appelait, car on pensait pas qu'il y en aurait une deuxième. C'est correct, je vous donnerai ma recette de chocolat chaud pour vous réconforter à la fin. Non, ben tu sais, il y a quand même des beaux moments, là, promis jurés dans l'épisode. OK. Donc, on se rappelle de notre cours d'histoire sur la Première Guerre mondiale. On a la Triple Alliance, la France, le Royaume-Uni, la Russie, qui affrontent l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et quelques mois plus tard l'Empire ottoman. Ouais. On est d'accord là-dessus. C'est un bon résumé. Donc, la situation dont je veux parler aujourd'hui inclut principalement les Français, les Anglais et les Allemands, comme tout le temps, dans le fond. Ouais. Tout le temps le petit trio d'enfer. C'est les Mean Girls, là. Tout le temps de leur faute. Donc, je vais pas détailler tous les éléments de la guerre menant à Noël 1914, là, quand même. On va pas être ici jusqu'à demain matin. Mais je vais quand même te faire un récapitulatif très rapide des événements pour une meilleure compréhension de la situation. Je pense que c'est plus les auditeurs qui ont besoin d'un récapitulatif. Mais c'est correct, vas-y, fais-le. OK, parfait. On va voir si tu connaissais bien tes choses. Donc, l'une des premières offensives allemandes pendant cette guerre-là envers les Alliés aurait été d'aller attaquer la France en passant par la Belgique, qui, elle, était trop occupée à faire fondre du chocolat pour les arrêter. Ouais, ou à manger des frites ou à être seul sous la bière. Exact, un des trois. La France, elle, par contre, a été énergisée par le pouvoir combiné des croissants et de l'heure du thé des Anglais. Puis ont réussi à stopper les Allemands pendant la bataille de Marne, parce que probablement que les Allemands ils avaient justement mangé trop de frites au passage, fait qu'ils étaient pas faits fort. Ben ça fatigue, là, quand même, c'est des féculents. C'est lourd, fait que pas aussi puissant que du bon thé. Non. Les Allemands ont donc fini par reculer jusqu'à l'Aisne, où ils se sentaient encore pas mal à découvert, ils étaient encore en territoire français, et ont commencé à se creuser des trous. Les Français et les Anglais, avec la fougue de Elmer Fudd, le chasseur de Bugs Bunny, ils ont continué à poursuivre les Allemands, mettant désormais ceux à découvert et les Allemands bien cachés dans leur tanière, mais ils ont arrêté pas mal à grands coups de quoi de neuf docteurs. Oh, ok, ouais. C'est rough en sac. Des grosses images, là, aujourd'hui. Oui. Les Alliés, ils ont donc commencé eux aussi à se creuser des tranchées pour être à l'abri des tirs allemands. Ouais. Donc, ce qui était nice avec les tranchées, parce que là, on s'entend, les deux côtés sont dans des trous, un en face de l'autre. Mais ce qui était nice avec ces tranchées-là, c'est qu'elles n'avaient pas seulement l'utilité d'éviter d'avoir un gros trou dans le casque pointu des Français, mais aussi de permettre de garder le territoire avec beaucoup moins de soldats qui montent la garde, tu sais, parce que tu peux garder la ligne de cette façon-là. Donc, on pouvait utiliser le reste des soldats pour essayer de contourner ou de flanquer, comme dirait un bon joueur de Call of Duty, les lignes ennemies. L'affaire, c'est que faire le tour comme ça, c'était utilisé pas mal par les deux côtés de la bataille, là. Donc, autant par les Français, les Anglais et les Allemands. Chacun creusait de son côté pour essayer de contourner l'autre, ce qui a donné des tranchées de longueur incroyable. Ça aurait été pas moins de 600 km de tranchées qui auraient été creusées à travers la France pendant la Première Guerre mondiale. Je pensais que t'allais me dire que ce qui donnait des cercles, puis c'était infini, il n'y arrivait jamais à se retrouver. En fait, c'est presque ça, parce que là, maintenant, ça fait qu'il n'y avait plus beaucoup de marge de manœuvre pour creuser, puis chaque coup de pelle te rapprochait d'être face à face avec le pelleteur ennemi. Là. Oui. Moi, ça me faisait rire, parce que j'avais l'image de juste deux personnes qui se font un duel de pelle, puis qui essaient de se frapper avec ça. Là. J'ai envie d'inventer une nouvelle expression, puis au lieu qu'on dise l'arroseur arrosé, c'est le pelleteur pelleté. Ça me fait bien rire. Donc, en novembre 1914, les tranchées sont rendues assez proches pour faire des coucous aux gens de l'autre côté. Quoique je le conseille pas si tu tenais à tes doigts, là, mais tu pouvais faire coucou. Bah, t'as une deuxième main. Ah ben oui, facile. Ceci étant dit, la proximité avec l'ennemi élimine beaucoup le côté plus froid de la guerre où t'as pas nécessairement conscience que le gars de l'autre bord, c'est lui aussi un jeune homme de 21 ans qui a aucune idée pourquoi il est là. Et à ce moment-là de l'histoire, le temps des croissants et des frites est terminé depuis un méchant bout. Non, c'est toujours l'heure pour un croissant ou une frite. Je suis désolée. Oui, mais le problème, c'est que les soldats manquent énormément de rations des deux côtés. Et à force de se tirer dessus de bord en bord, il manque aussi de munitions. Donc, on retrouve des soldats dans des tranchées qui ont froid, qui ont faim, puis qui sont plus très joyeux d'être là à attendre que l'autre ennemi fasse un move. T'sais. Donc,
On commence à voir en novembre certains cessez-le-feu au coucher du soleil quand les rations sont amenées de chaque côté. Donc, on a pitié de l'autre côté en disant, ben, écoute, ils ont faim, on va les laisser manger avant de les tirer. Ouais, c'est ça. On voudrait pas qu'ils meurent de faim, on veut avoir la joie de leur tirer dessus, tu sais. Non, mais quand même, il y avait beaucoup d'empathie parce qu'il y a aussi certains écrits qui font mention d'autres mini-trêves le soir, histoire de permettre d'aller récupérer les soldats tombés au combat pour pouvoir les enterrer. Donc, on laissait les deux côtés faire ça. Et il y aurait aussi des trêves lors des grandes pluies où les tranchées devenaient vraiment inondées. Ça, je les comprends parce que moi aussi, je voudrais pas me battre avec des beaux mouillés. Y a-tu de quoi de pire que ce feeling-là? Ah, c'est dégueulasse. Ou, genre, dans tes bottes d'hiver, quand ton bas, genre, il slide jusqu'à tes orteils. C'est sûr qu'il y avait des 2 pour 1. Oh my god. Donc, bien entendu, les officiers sont en beau fusil d'entendre parler de cette fraternisation avec l'ennemi. Charles de Gaulle, étant alors lieutenant, déplore ceci comme étant lamentable de laisser l'ennemi en paix. Hey, je l'entends dire ça. J'ai jamais comme vraiment entendu sa voix, mais je l'imagine très bien dire ça. Donc, bravo Charles pour ta compassion. Pour t'en remercier, voici un pont reliant Montréal et Terrebonne en ton nom. Et un aéroport quand même parmi les plus connus du monde aussi. Ouais, mais c'était comme plus dégueulasse, un petit pont-là. Mais, quoi qu'il en soit, vive le Québec libre! Ah ouais. Donc, bon, même s'il n'est pas content, il reste que certains secteurs sont plus tranquilles ou moins stratégiques, donc les fraternisations sont plus communes. Les gens se demandent des nouvelles sur les ligues de football, puis ils s'échangent des journaux. C'est même rendu qu'on entend souvent les Allemands chanter pour baver un peu les Anglais, le petit sourire en coin. Comme quoi les traditions de football ne changent pas même en temps de guerre. Mais ils faisaient-tu des poules, là? Genre, puis ils misaient-tu tout sur Tom Brady, mettons? C'est pas ce football-là, Hélène. Ah, ok. Je sais pas. C'est le football. Le football. Pendant ce temps-là, le 7 décembre 1914, le pape Bénédicte XV suggère une pause de la guerre pour le temps des fêtes. Ah ben. Les patrons de Charles et les autres généraux à moustache, ils sont pas d'accord puis ordonnent que la guerre continue. Comme quoi, quand t'es occupé à tuer des millions de gens, tes valeurs chrétiennes prennent un peu le bord. Ben, c'est aussi que je vous rappelle que Noël s'était rendu une fête fériée chômée depuis 529. Mais pas pour les soldats, apparemment. Donc, l'histoire dit pas si les paroles du pape se sont rendues sur place, mais certaines troupes ont pas écouté les directives des plus hauts gradés. La veille de Noël... Ça m'étonne que quelqu'un n'écoute pas les directives de son boss. Ben, surprise! La veille de Noël, on note des troupes allemandes qui allument des bougies et qui les installent sur les bords des tranchées. Ils ont même réussi à trouver des sapins, je ne sais trop où, qu'ils installent comme décoration. Au marché de Noël. Oui, au marché de Noël du No Man's Land. Oui. Donc, ils installent les sapins comme décoration. Ils se mettent à chanter encore une fois, mais cette fois-ci des chansons de Noël. La légende dit qu'ils auraient chanté Still Nacht. Okay. Je sais pas comment le prononcer, mais Silent Night ou Ô Sainte Nuit. Ok, ouais. Donc, ils auraient chanté ça. Tu voulais pas poursuivre la chanson? Non, ça va. Je pense que les gens vont les épargner. C'est notre cadeau de Noël. C'est notre cadeau de Noël. Puis, ben justement, les Britanniques auraient répondu avec la version anglaise de la chanson aux Allemands pour un peu un échange de culture à ce moment-là. Et on aurait vu à ce moment-là des Allemands commencer à sortir des tranchées en souhaitant Joyeux Noël aux troupes britanniques. C'était presque trop beau pour être vrai. Il y a plusieurs soldats qui ont écrit dans leurs lettres qu'ils s'attendaient à un stratagème des Allemands pour les attaquer sans qu'ils s'en attendent, mais ils se sont vite rendus compte qu'ils n'étaient pas armés, donc les Britanniques ont commencé eux aussi à sortir vers le No Man's Land et à serrer la main de leurs opposants. On a commencé à ce moment-là à s'échanger de la nourriture, du tabac, de l'alcool, même des boutons de manchette. Là. Donc, c'est un général vraiment reconnu de l'autre bord. Donne-moi ton chapeau, je te donne le mien. Alors, on était vraiment rendu à ça. Aucun tir d'artillerie y est entendu dans la région pendant ce temps-là. Puis, il y a aussi des services communs, des services funèbres communs qui sont faits pour les défunts. Donc, c'est loin du Noël le plus tripant là, que j'ai vu, mais quand même, c'est un petit côté fraternel entre les deux côtés, c'est déjà bon signe. C'est sûr. Surtout que la guerre allait recommencer le lendemain avec le Boxing Day. C'est ça, exact. Puis, il y a quand même eu des activités un peu plus amusantes que ça et européennes, faut se le dire, parce que certaines lettres envoyées par des soldats à leur famille font aussi mention de parties de soccer
donc de football, qui serait déroulé entre les Anglais et les Allemands pendant la trêve. J'ai malheureusement pas trouvé le score officiel de cette partie-là. Il y a un poète qui a parlé d'un 3-2, mais là... Hey, t'avais une job. La rivalité allemande-anglaise au soccer est assez élevée. Ah, je sais pas de quoi tu parles. Somme toute, on assiste ici à un moment de tranquillité d'esprit pour de jeunes hommes dans une situation assez terrible. Dans certaines régions, la trêve a duré jusqu'au Nouvel An et en tout, environ 100 000 personnes auraient participé à cette courte trêve. Quand même. Quand même. Comment bien commencer l'année? Ben, finir ou... Ouais, c'est ça, mais on recommence en c'est tirant ça. dessus, tu sais. Ici, j'ai parlé principalement des Anglais et des Allemands, non pas parce que les Français n'auraient pas participé, mais plutôt parce que de nombreux documents ont été censurés, de nombreuses photos détruites par le gouvernement français, parce qu'elles contenaient de l'information sensible ou tout simplement en fait parce que ça n'allait pas avec le narratif souhaité par l'armée à ce moment-là, mais c'est ressorti un peu avec les années que les Français aussi ont participé. Fait que si tu comprendras, Hélène, que si Charles n'était pas content des mini-trêves, les hauts placés de l'armée n'étaient pas bien contents non plus à ce moment-là. Non, c'est ça, il disait comme le Big Boss. Le Big Boss, là, ils sont remis à taper ses doigts des soldats après la trêve, parce que, comme tu dis, la guerre a recommencé. Puis, bien que j'ai pas trouvé d'informations officielles sur ce qui arriverait à quelqu'un qui irait à l'encontre des directives ou fraterniserait avec l'ennemi, il y a quand même eu des ordres très clairs de ce côté-là, et force est d'admettre que ça a fonctionné. La trêve de Noël aura été un événement isolé dans l'ensemble. Des tentatives de trêve auraient été essayées notamment à Pâques en 1915, mais il y aurait été vraiment des très petits groupes où ça aurait été que l'autre côté a tiré malgré tout. Et ça a été essayé aussi en décembre suivant, mais encore une fois refusé d'un côté ou de l'autre. Donc toujours des petits rassemblements, des petites trêves, mais rien de la même ampleur est arrivé. Faut dire que la Grande Guerre, ça l'a quand même empiré avec les années. T'sais. On peut penser entre autres à la bataille de Verdun ou encore à l'utilisation du gaz de combat. Pas de quoi qui donne envie de donner des câlins à l'ennemi. T'sais. Non, c'est sûr. Malheureusement. Ceci peut pas dire que Noël n'a pas été fêté par les soldats par la suite, mais plus entre eux. Donc on va quand même finir ça sur une note plus joyeuse que juste des millions de morts. Ouais, en bulle isolée, là. C'est ça. J'ai donc trouvé certains extraits de lettres de soldats qui mentionnent comment ils ont fêté Noël pendant cette période un peu plus terrible de l'histoire. Entre autres, une lettre d'un soldat allemand où il mentionne qu'à la veille de Noël, en 1915, il était parti à la recherche d'un sapin et je le cite, « Sans un arbre, il n'y a pas de Noël. C'est une belle journée d'hiver aujourd'hui. Il y a un rare silence au front. » Wow. Comme quoi, l'esprit des fêtes était toujours présent, malgré tout. De l'autre côté, j'ai aussi trouvé un extrait provenant d'un soldat anglais qui décrit son dîner de Noël de 1916 dans une ancienne usine à machines à coudre à Albert, en France. Donc, bon, on fête où ce qu'on peut fêter. Oui. Il y avait de la bière pour notre dîner, beaucoup de bière et un bon repas pour la compagnie, du porc rôti, magnifique après le bœuf en canne. Eh bien, du bon spam. Ouais, ben c'est ça. Le porc rôti, c'est un peu mieux. C'est sûr. Et l'esprit des fêtes est aussi revenu en 1918, alors que les troupes américaines occupaient le territoire allemand et ils ont dressé un sapin de Noël en face du bâtiment du gouvernement. Les civils et les soldats se sont rejoints, il y a eu de la musique qui jouait, on a donné des trompettes en papier aux enfants, des bonbons et des jouets. Donc, on a réussi à fêter dans ce moment encore un peu rocambolesque de fin de guerre. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il est toujours possible de trouver des moments lumineux dans des moments plus difficiles. Puis c'est les petites choses qui rendent le tout plus facile, puis on peut toujours s'en sortir. Puis c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Un merveilleux temps des fêtes où ils apprécient chacun des petits moments le plus possible. Oh wow, je te l'avais dit que je finissais sur une bonne note. Tu m'émeus, écoute, là, j'en ai presque des frissons. Je trouve ça vraiment cute, c'est une belle morale. Je pensais pas que t'étais... Hein, tu me pensais pas de même? Tu me pensais juste un petit clown? Ben, je te pensais pas moralisateur, évangélisateur et tout, mais... Ben là, je voulais pas que les gens finissent à pleurer comme nous au début de l'épisode. Ben t'sais. non! On pleurait pas pour ça. On pleurait passer notre dernier épisode avant les fêtes.
Ben oui, parce que, je vous le rappelle, contrairement aux pays pendant la Grande Guerre, nous, on va écouter les conseils du pape Bénédicte XV et prendre une courte pause pendant les fêtes. On vous revient le 22 janvier 2022. Ce qui est pas si court que ça, en fait, là, c'est 6 semaines, mais écoutez, c'est parce qu'on vous prépare du contenu pendant ce temps-là, là. On continue à travailler bien fort. Des procès d'animaux? Ouais, ben c'est ça, des procès d'animaux, mais aussi, on va faire des TikTok, des publications sur Instagram pour rester actifs puis vous donner encore plus d'informations qui joignent le futile à l'agréable, hein. Parce que notre plan, c'est quand même de rester actif justement sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram et TikTok, fait qu'on vous invite à nous suivre. Puis, ben évidemment, on a bien hâte de vous retrouver puis de préparer plein de contenu pendant cette pause qui n'en est en fait pas vraiment une. Juste pour travailler un peu plus. C'est ça, c'en est une pour vous, mais pas pour nous. Exact. Puis d'ici là, si vous voulez nous faire un cadeau pour les fêtes, vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et YouTube. Et aussi, vous pouvez en parler pendant vos soupers de famille. Ça l'aide énormément. Ouais, puis sur ça, ben, on vous dit merci pour votre soutien constant puis de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé cet épisode et évidemment, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes!